Nous serons 3 dans un instant. Pour l'instant, nous sommes 2. Bonjour Chirine Ardakani. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous êtes avocate au barreau du Val d'Oise, spécialisée dans le droit des étrangers. Cette journée du 20 juin, organisée par l'ONU, met en lumière la persévérance et le courage des personnes qui ont été contraintes de fuir leur pays d'origine pour échapper au conflit ou à la persécution. C'est le petit texte qui accompagne cette définition de cette journée du 20 juin sur le site de l'ONU. Je voudrais qu'on revienne sur ces deux termes qui sont importants, persévérance et courage. Il en faut. Alors oui, je crois qu'il en faut quand on sait que l'exil, ce n'est jamais par gaieté de cœur. Quand on est effectivement réfugié, qu'on se déracine de son pays, c'est jamais pour des raisons qui sont des raisons, on va dire, de notre volonté, de confort, tout à fait. On le sait, soit c'est parce que les régions dont sont originaires les réfugiés, les demandeurs d'asile, eh bien, sont impactées par la guerre. On a de plus en plus de réfugiés climatiques, donc c'est un déracinement qui n'est jamais choisi. Ça veut dire quoi aujourd'hui être réfugié? Parlons de la France puisque c'est là où nous sommes. Je vous pose la question parce qu'on utilise dans le langage courant beaucoup de termes différents qui ne renvoient pas à la même réalité. Réfugiés, immigrés, demandeurs d'asile, migrants, ce sont des termes qui veulent dire beaucoup de choses différentes en réalité. Alors, en droit, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque eh bien, une personne déracinée arrive, elle est d'abord demandeur d'asile, puisqu'elle va déposer une demande pour justement faire examiner son droit à l'asile précisément. Et une fois que son dossier est examiné, alors il y a deux solutions. La première, sa demande est acceptée, auquel cas elle accède à une protection et le demandeur d'asile devient un réfugié, ou bien, eh bien la personne est déboutée de son droit d'asile et auquel cas eh bien, elle devient malheureusement sans statut. Et je crois que c'est le sort d'un certain nombre de déboutés de l'asile qui ensuite eh bien, sont pris dans un labyrinthe administratif puisque leur sort n'est pas régularisé. Voilà. Et c'est là que vous entrez alors, dans la danse. Les avocats que nous sommes interviennent très tôt dans le processus. On peut effectivement être sollicité pour demander des visas au titre de l'asile. C'est lorsque eh bien, les personnes qui sont en danger, un certain nombre de dissidents, ça peut être des dissidents politiques, ça peut être des journalistes, des avocats en danger, nous sollicitent pour quitter le pays dans lequel ils ne peuvent se réclamer des protections des autorités, puisque un certain nombre de ces objecteurs de conscience eh bien, sont persécutés, menacés pour leurs opinions politiques ou plus largement pour leur combat en faveur de la liberté. Et ce droit d'asile, c'est cette demande que vous aviez faite, Ousna Anouari. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir trouvé le plateau de Paris Direct ce matin. Vous êtes franco-afghane, vous êtes arrivée en France en 2013 et vous êtes, entre autres choses, aujourd'hui collaboratrice pour le site Info Migrants, hébergé par France Médias Monde, bien sûr, dont on salue l'équipe et auquel on fait très souvent référence. Et avec vous, c'est la parole, si vous me le permettez, des réfugiés au sens large que l'on voulait entendre avec vous ce matin. Est-ce que vous pouvez nous raconter, parce que c'est une histoire universelle d'une certaine façon, à quel moment il vous a fallu vous résoudre, vous, à quitter votre pays, l'Afghanistan, et pourquoi vous avez choisi la France? Comme les autres demandeurs d'asile, en fait. Au début, je ne voulais pas quitter l'Afghanistan parce que je travaillais, j'étais quelqu'un d'active. Je travaillais pour le projet des États-Unis, l'ambassade des États-Unis. En fait, il y avait problème politique, bien sûr, à cette époque. Et il y avait aussi certains, en fait, comme j'étais activiste en tant que féministe, et dans certains villages en Afghanistan, il y avait des gens qui étaient contre le sujet ou contre les activités que je faisais. Pour les femmes, c'était quelque chose qui était contre la tradition ou la culture, entre guillemets, ou parfois la religion. C'était même pas la politique. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de quitter l'Afghanistan. Et pourquoi la France? Parce que j'étais menacée. Ouais. Voilà. Et pourquoi la France? Parce que j'aime la France. En fait, c'est un pays que j'ai déjà fait mes études en France. En 2001 jusqu'à 2010 jusqu'à 2011, j'ai fait mes études en droit. Et à cette époque, je faisais cette formation en anglais. Puis voilà, c'est pour ça. J'avais une connaissance déjà. J'aime beaucoup la France. Est-ce que vous pouvez nous raconter les premières heures quand vous êtes arrivé ici en France pour cette deuxième vie? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Qu'est-ce que vous vous êtes dit?
Alors, la première fois, quand je suis arrivée en France, je me rappelle très bien que je suis sortie de train. Et pour moi, c'était en fait, je suis née. Je suis née et j'ai découvert quelque chose que c'est ça, en fait, un endroit que je peux vivre, je peux continuer, je peux aller jusqu'au bout, voilà, je peux suivre mes objectifs. Vous êtes née une deuxième fois. Une deuxième fois, c'est ça. Pour moi, la migration, en fait, quand on est réfugié dans un autre pays, on fait la demande d'asile, on choisit de vivre dans un autre pays, alors qu'on n'est pas né. Mais ça, pour moi, ça c'est très important. Un pays que tu peux choisir toi-même, c'est plus important parce que c'est un choix qu'un pays que tu es né déjà. Chirine Ardakani, Husnia dit qu'elle a choisi la France. La France ne fait pas forcément le choix de tout le monde. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on vient d'un pays dans lequel on se dit menacé, en danger, qu'on obtient nécessairement, en tout cas ici en France et loin de là, le statut de demandeur d'asile puis de réfugié. Non, tout à fait. Tout à l'heure, on évoquait le labyrinthe de l'exil. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque les demandeurs d'asile arrivent en France, il y a un véritable parcours du combattant qui s'amorce. Il y a un certain nombre de réglementations, alors à la fois européennes, mais qui vont vers le sens du durcissement des conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Il y a véritablement, je crois, un discours qui est propice à cela. Il y a une criminalisation aujourd'hui des demandeurs d'asile. On le voit dans les faits divers. Il y a une libération aussi, je crois, de la parole, disons-le, peut-être xénophobe sur ces questions-là, qui permettent aux législateurs, je crois, un renforcement d'une politique publique qui ne va pas dans le sens des demandeurs d'asile. Je prends pour exemple, la réglementation Dublin, c'est le fait finalement de dire que chaque État européen doit prendre sa part dans les flux migratoires, même si je n'aime pas cette expression, et ce qui amène finalement un demandeur d'asile qui a traversé avec difficulté la route, par exemple, des Balkans, quand il arrive dans le premier pays européen, eh bien, il doit faire cette demande d'asile dans le premier pays européen dans lequel il arrive, et ce n'est pas toujours le pays dans lequel il se sent le mieux, puisque, comme le disait tout à l'heure Husnia, il peut y avoir des attaches familiales, culturelles dans un autre pays. Et notamment, c'est pas parce qu'on arrive par l'Italie et par la mer que nécessairement on a envie de déposer sa demande d'asile en Italie, si on a des proches, par exemple, qui se trouvent en France. Voilà. Donc, il y a des politiques publiques aujourd'hui qui ne vont pas dans le sens des demandeurs d'asile. Il y a un accueil par les structures administratives françaises du fait de la pénurie, du fait du manque des moyens qui rendent véritablement les démarches des demandeurs d'asile épouvantables. Il y a une volonté de durcissement avec le projet de loi immigration porté par le gouvernement. Effectivement, c'est aussi le cas. Ça va dans le sens, un certain nombre d'années, effectivement, on durcit les conditions. Alors, je l'ai dit, pas que de droit, d'accueil. C'est-à-dire que les conditions d'hébergement aujourd'hui pour les demandeurs d'asile statutaires, c'est-à-dire ceux qui ont le droit en réalité à un hébergement le temps que leur demande d'asile soit examinée, faute de place, faute de moyens, faute de politique publique ambitieuse, sont parfois à la rue, alors même qu'ils ont le droit à cette protection-là. Husnia Naouri, on a reproché à la France, comme à d'autres pays européens, d'ailleurs il y a quelques mois, de mieux accueillir les réfugiés ukrainiens, par exemple, que subsahariens. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et qu'est-ce que ça dit, selon vous, de notre pays? Alors, moi, je pense que quand on a décidé d'accueillir les réfugiés, peu importe, il ne faut pas penser quel pays, quelles conditions, parce qu'on est tous pareils, on est d'êtres humains. Moi, je pense que c'est un sort de quelque chose qui est pas égal, en fait. Ça montre inégalité, injustice, en fait, de trier, en fait, de dire que ce peuple, en fait, de ce pays, peu importe l'Ukraine ou d'autres pays, ça, c'est en priorité, où ils ont besoin plus d'aide, où cette distinction, c'est quelque chose qui montre, en fait, inégalité, je pense. Et au moment quand on décide d'accueillir les gens, il ne faut pas compter sur le pays, quelles conditions. On est tous pareils. C'est ça qui, en fait, malheureusement, les réfugiés, d'autres réfugiés, comme les réfugiés afghans, ils ont beaucoup de problèmes. Ils n'ont pas de logement. Ils sont arrivés il y a très longtemps en France, mais ils vécu sans logement. Moi, parfois, j'ai fait les interviews avec eux. Et ils sont dans la rue. Et je vois, en fait, cette différence de traitement. Voilà. Et alors que les réfugiés ukrainiens, ils sont venus ici de la guerre. Ils ont vécu la même situation que les Afghans. Et pour eux, il y a des possibilités rapidement dans le logement. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est injuste. Chirine Ardakani.
Oui, effectivement, je crois qu'il ne faut pas tomber dans cet écueil-là qui consiste à effectivement trier un certain nombre de réfugiés. Je crois que le meilleur moyen, c'est la protection universelle, celle qui consiste à dire que le statut de Genève des réfugiés, c'est la convention internationale qui garantit ce statut, qui dit toute personne qui a mené des actions en faveur de la liberté ou qui, du fait de sa situation, ses opinions, sa race, son appartenance à un groupe social, son orientation sexuelle ne peut pas se réclamer de la protection des autorités du pays dans lequel il a la nationalité, eh bien, est fondée à demander le statut de réfugié ou à défaut de la protection subsidiaire. Et je crois que la nationalité n'a pas à entrer en considération. Peut-être un mot sur lequel j'aimerais rebondir. Je crois qu'on le disait tout à l'heure, en ce moment, il y a une tendance au barricadement. On l'a vu en Europe. Frontex, donc, qui est l'agence qui est censée contrôler les frontières extérieures de l'Union européenne, au lendemain de ce qu'on appelle la crise migratoire, eh bien, a été créée en 2016. Et donc, le seul objectif aujourd'hui affiché, en tout cas de l'Union européenne, c'est de se barricader, de fermer ses frontières, alors même qu'on voit que ça ne fonctionne pas et que les traversées en mer se multiplient. Et donc, la question, et je pense que c'est une question de responsabilité collective, c'est de se dire comment est-ce qu'on se donne les moyens d'accueillir ces personnes qui sont dans la difficulté, parce que la tradition de l'asile, et j'aime bien en terminer par là, c'est la tradition de l'humanité. C'est pas nouveau que d'accueillir les personnes qui sont en détresse. C'est l'idée de dire les personnes qui doivent trouver refuge ont un droit inaliénable. Puis les murs n'ont jamais empêché aucune migration. Un dernier mot, Sonia, avec vous. Est-ce qu'on est réfugié toute sa vie dans sa tête et dans son cœur? Je pense que d'être humain est un réfugié, en fait. Au moment où on est né, on a envie de bouger, d'aller, de découvrir dans la nature, dans la philosophie. Pour moi, c'est d'être réfugié, c'est quelque chose qui existe déjà. Et c'est pas quelque chose qu'on voit dans le monde politique aujourd'hui, ou à cause de... Pour moi, ça, c'est très naturel. En fait, à l'époque, quand il n'y avait pas la guerre, il n'y avait pas de problème politique, d'être humain voulait découvrir quelque chose. Vous voyez, par exemple, Christophe Colomb qui a découvert les États-Unis, qui est allé vers là-bas, ou des voyageurs et des gens qui vont faire justement des aventures. Et c'est pas forcément pour être... C'est un voyage. La vie, c'est un voyage, en fait, pour découvrir, pour aller pour ailleurs et choisir un pays. Voilà. Dans le mot réfugié, il y a le mot refuge qui est un très beau mot. Merci infiniment à toutes les deux d'être venues ce matin sur le plateau de Paris Direct à l'occasion de cette journée mondiale des réfugiés. Merci infiniment. L'info continue juste après la pause. À tout de suite.